Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux amoureux de la toile. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler du Prisonnier de Zenda de 1952 avec Richard Topp à la réalisation et aussi Stewart Granger en vedette. Lorsque j'ai voulu faire cette rétrospective de ce film et que je l'ai regardé, je me suis posé 3 questions. Est-ce qu'on peut encore considérer ce film comme un film de KPDP? Première question. Ensuite, est-ce que ce film est précurseur des films d'aventure romantiques? Et enfin, qu'est-ce qu'on aime dans ce film? Est-ce que c'est la romance? Est-ce que c'est l'histoire du sosie? Ou le monde de l'aristocratie et des complots? À partir de ces 3 questions, j'ai construit cette rétrospective. Alors ce film est-il vraiment un autre classique de KPDP ou a-t-il vraiment perfectionné la recette de l'aventure romantique que l'on adore aujourd'hui? On part pour le royaume fictif de Ruritanie pour analyser la formule qui fait de ce film bien plus qu'un simple histoire de duel. On va explorer son héritage, ses scènes de combat légendaires et quelques anecdotes de tournage pour comprendre pourquoi il est toujours aussi influent. Pour savoir si le Prisonnier de Zenda a défini un genre, il faut d'abord connaître les ingrédients. L'aventure romantique, c'est un mélange bien précis. Prenez un héros charismatique, souvent un type ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Ajoutez une femme de la haute société qui n'est pas juste là pour être sauvée, mais dont le cœur est au centre de l'intrigue, de l'enjeu. Incorporer un méchant aussi élégant que manipulateur qui veut renverser l'ordre établi. Vous placez le tout dans un royaume magnifique mais au bord du chaos avec un trône en jeu. Eh bien, vous saupoudrez généreusement tout ça d'action, de duels, de poursuites et bien sûr d'une romance impossible où le devoir passe avant le cœur. Maintenant, si on regarde le Prisonnier de Zenda, eh bien, il coche toutes les cases, avec une aisance folle en plus. Notre héros, Rudolph Rassendyll, un touriste anglais, joué par le charismatique Stewart Granger, découvre qu'il est le sosie parfait du futur roi de Ruritanie. Par coup du destin, il devient le seul espoir du royaume quand le vrai roi est drogué et kidnappé par son propre demi-frère, juste avant le couronnement. His Majesty, the King. On a donc notre héros ordinaire propulsé dans une mission royale. Face à lui, la princesse Flavia, interprétée par la sublime Deborah Kerr, promise au vrai roi, elle tombe amoureuse de l'imposteur, ce qui crée une tension où chaque regard pèse une tonne. C'est une romance tragique, car leur amour, même sincère, est impossible à cause de la raison d'État. Et le méchant, me direz-vous, ben oui, il en faut un. Eh bien là, vous en avez 2 pour le prix d'un. On a donc le duc Michael, le demi-frère, l'usurpateur officiel, mais le vrai génie maléfique de ce film, c'est son homme de main, Rupert de Enzo, joué par un James Mason au sommet de son art. Rupert n'est pas qu'un simple sbire, c'est un antagoniste complexe, je dirais un sociopathe séduisant, toujours le sourire aux lèvres, ricanant, se moquant, qui respecte son adversaire, ce qui rend leur face-à-face encore plus captivant. Now, do you seriously expect me to believe that you, of all people, want the king back? No man could carry on this masquerade indefinitely. What was that? All right, this will be your last fencing lesson. Find the king.
Cette histoire de sosie qui doit duper une cour entière et déjouer les complots tout en essayant de ne pas tomber amoureux est le moteur dramatique ultra efficace. Le film passe des intrigues de palais aux scènes d'action et à une romance déchirante avec une fluidité incroyable. C'est cette alchimie parfaite qui fait du Prisonnier de Zenda un modèle du genre de l'aventure romantique. Fate sent you here. Fate sends you now to Strelsau. It would only be for today. Un bon film d'aventure de cette époque se doit d'avoir des duels mémorables. Mais là où le Prisonnier de Zenda se surpasse, c'est qu'il transforme le combat à l'épée en un véritable dialogue. Les duels ne sont pas juste des pauses d'action, ils sont le prolongement des personnages, une confrontation physique de leurs valeurs. L'affrontement final entre Razendil et Rupert de Enzo en est l'exemple parfait. Ce n'est pas juste une question de survie, c'est un choc des visions du monde. D'un côté, on a Razendil qui se bat par honneur pour une couronne qui n'est même pas la sienne et pour une femme qu'il ne pourra jamais avoir. Chaque mouvement est guidé par la noblesse et le sacrifice. De l'autre, on a Rupert qui se bat lui pour le plaisir, pour le chaos, le sourire sadique presque aux lèvres. Pour lui, c'est pas un duel, c'est un jeu. C'est pour ça qu'on retrouve le côté sociopathe que je vous mentionnais juste avant. La mise en scène de Richard Thorpe, qui n'est pas un manchot derrière la caméra, est brillante. Le combat est dynamique, il se déplace des salons du château jusqu'au pont-levis. La chorégraphie est à la fois élégante et brutale. Les épées s'entrechoquent dans un ballet mortel, mais les répliques sont tout aussi tranchantes. Les deux hommes se testent, se provoquent. Rupert essaie de déstabiliser Razendil en se moquant de son sens de l'honneur. C'est une guerre psychologique autant que physique. Ce duel est d'ailleurs resté comme l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, rivalisant avec celui de Scaramouche, un autre film culte avec Stewart Granger, sorti la même année. Vous imaginez deux films aussi importants sortis la même année. Aujourd'hui, dans une année, si on trouve un bon film vraiment qui vaut le déplacement, eh bien on est déjà content. Alors vous imaginez ? Bref, cette scène prouve que pour être vraiment percutante, l'action doit raconter quelque chose. En voyant Razendil et Rupert croiser le fer, on assiste à la collision de deux mondes. L'honneur contre le cynisme, le devoir contre l'anarchie. C'est cette profondeur qui a inspiré des générations de scènes d'action où le combat devient une façon de révéler la vérité des personnages. Derrière la magie du cinéma se cachent souvent des histoires qui rendent le film encore plus intéressant. Le Prisonnier de Zenda de 1952 ne fait pas exception. Le premier secret, c'est que c'est un remake. Et oui, déjà en ce temps-là, il faisait des remakes. Et pas n'importe lequel. C'est une copie presque plan pour plan de la version de 1937 de John Cromwell. La MGM, qui avait racheté les droits, a décidé de ne presque rien changer au scénario. Alors, vous allez me dire, pourquoi refaire le même film 15 ans plus tard ? Eh bien, la réponse se tient en deux mots. Technicolor et Stewart Granger. Le studio a misé sur l'impact visuel de la couleur et le résultat est juste éblouissant. Les costumes, les décors fastueux, tout explose à l'écran et donne au film une splendeur que le noir et blanc ne pouvait pas offrir. Le meilleur exemple, c'est cette scène de bal avec un travelling arrière qui nous fait découvrir une magnifique salle, des hommes et des femmes en habits luxueux et colorés. L'autre atout donc, c'était sa star, Stewart Granger. Au début des années 50, il était le héros des films d'aventure, l'équivalent d'Errol Flynn pour la génération précédente.
petit chaperon rouge. Hey, Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Hey, Daddy, won't I look swell and safe? Son charisme et son talent d'escrimeur en faisaient l'acteur parfait pour ce double rôle. D'ailleurs, le casting est l'un des points forts du film. Le duel à l'écran entre Stewart Granger et James Mason était un reflet de la rivalité amicale dans la vie. C'était leur troisième et dernière collaboration, et leur alchimie est évidente. Une autre anecdote fascinante concerne la musique. La bande originale composée par le légendaire Alfred Newman pour le film de 1937 a été entièrement réutilisée pour la version de 1952. C'est une pratique rare qui montre à quel point le studio voulait recréer la formule gagnante, mais avec la puissance de la couleur et de ses stars. Outre Deborah Kerr, outre James Mason, outre Stewart Granger, on retrouve aussi Jan Greer, qui est une actrice de film noir par excellence et qui est ici magnifique. Alors revenons à notre question. Le prisonnier de Zenda a-t-il inventé le concept du film d'aventure romantique ? Pas exactement, mais son influence est immense. L'histoire est tirée du roman d'Anthony Hope, publié en 1894, qui a carrément donné naissance à un genre littéraire, la romance rutanienne. Ce sont toutes ces histoires qui se déroulent dans des royaumes fictifs d'Europe centrale. L'héritage le plus évident du film et du roman avant lui est la popularisation de l'histoire de sosie, le concept d'un homme ordinaire qui prend la place d'une personnalité publique pour déjouer un complot. Eh bien, c'est devenu un classique du cinéma. On retrouve ces structures dans la comédie politique Président d'un jour, où le citoyen lambda remplace le président des États-Unis. On y voit des échos partout, des films d'espionnage, aux comédies romantiques. L'idée qu'un visage puisse forcer quelqu'un à endosser une autre identité est une source de drame inépuisable, et Le prisonnier de Zenda en est le modèle le plus célèbre. Mais l'héritage du film va au-delà de l'intrigue. C'est sa structure émotionnelle qui va vraiment marquer le genre. Ce mélange d'action chevaleresque et de romance tragique, où l'amour est sacrifié au nom du devoir, c'est devenu un pilier du genre. Pensez à toutes ces histoires où les héros doivent renoncer à leur amour pour faire ce qui est juste. La scène finale du prisonnier de Zenda, où Razendil et Flavia se disent adieu, est d'une puissance mélancolique qui résonne encore aujourd'hui. Elle établit une vérité fondamentale. La plus grande victoire n'est pas toujours de repartir avec l'être aimé, mais d'avoir accompli sa mission, même si ça brise le cœur. De Casablanca, souvenez-vous de cette fin incroyable, à certaines intrigues de Star Wars ou de James Bond, ce conflit entre le désir personnel et la responsabilité est un moteur universel. Incroyable de mentionner ces films dans cette rétrospective du prisonnier de Zenda. D'ailleurs, ce film n'a pas seulement raconté une histoire générale, il a fourni un schéma narratif et émotionnel qui infuse la culture populaire depuis plus de 70 ans. Alors j'en arrive presque à la fin de cette rétrospective. Est-ce que le prisonnier de Zenda a-t-il inventé l'aventure romantique ? Il n'en a pas créé les ingrédients, mais il les a combinés dans une recette si parfaite qu'elle est devenue une référence. Il a prouvé qu'un film pouvait être à la fois un divertissement plein d'action et un drame romantique poignant. Il a solidifié les archétypes du héros malgré lui, du méchant charismatique
et de l'amour sacrifié pour un bien supérieur. I'm Rudolph Rassendyll. I'm here on holiday from England. By heaven, your face betrays you, sir. Well met, cousin. I propose a toast. Here, here. What happened? On est déstabilisé dès les premières images du film parce qu'on s'attend à voir un film de KPDP pur jus. Et là, on voit un train arriver en gare et on se dit, on est dans autre chose déjà. Mais ce film est comme un prototype. C'est une histoire si forte qu'elle a été refaite, imitée, parodiée, prouvant à chaque fois la solidité de sa structure. Alors, si cette analyse, mon approche pour vous parler de ce film vous a plu et que vous avez découvert une autre façon de le voir, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Tout en même temps, vous abonnez, ça sera déjà pas mal. Selon vous, dites-moi aussi quel est le classique pour vous qui mériterait une analyse aussi approfondie. Vous avez vu, je commence, on va dire, à vous solliciter dans les posts pour savoir quelle miniature mettre sur les films, quel genre de film sélectionner. Eh bien, si ça vous convient, je continuerai. Dites-le moi dans vos commentaires si vous voulez être sollicité ou si vous voulez seulement être surpris par les contenus que je vais vous proposer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon temps en me suivant et en parlant de ce prisonnier de Zenda. Ne vous gênez pas, revoyez ce film encore et encore, il est juste génial. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Bonne toile. Ciao, ciao.